poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. 4 avril 1968. L'homme qui prêchait la réconciliation des races, l'amour du prochain et l'espérance d'une grande Amérique démocratique, l'orateur adulé des foules, Martin Luther King, est assassiné à Memphis, capitale de la Haute-Vallée du Mississippi. L'Amérique, presque réconciliée pour la première fois de son histoire entre blancs et noirs, pleure l'un des hommes qui, après Jefferson, Lincoln et Roosevelt, était parvenu à exprimer en mots aussi simples que forts le cœur de son espérance, la croyance biblique en la rédemption de l'homme par l'égalité des conditions. I have a dream. L'assassinat provoquera une immense explosion de colère spontanée. Dès le 5 avril 1968, 150 villes connaissent des émeutes violentes. Le fossé s'élargit à nouveau rapidement entre blancs et noirs. Le Parti démocrate, pris dans le tir croisé des extrémismes, est entamé dans sa crédibilité d'allié du mouvement des droits civiques et de porteur de la réconciliation intercommunautaire. Bientôt, il sera aussi rattrapé de la même manière par les conséquences de la guerre du Vietnam. Nous sommes en effet en cette terrible année 1968 où l'Amérique bascule dans un véritable cauchemar éveillé. De Saigon, sous les obus du Viet Cong, au ghetto noir de ces grandes villes en feu, de l'assassinat de Robert Kennedy à la Convention démocrate de Chicago, qui sanctionne dans de nouvelles violences entre policiers et étudiants cette fois-ci, la rupture historique de la vieille gauche rooseveltienne, incarnée par le vice-président social-démocrate Hubert Humphrey, avec la nouvelle gauche vibrante des campus et du pacifisme intégral. La mort de Martin Luther King, survenue au beau milieu de tous ces événements dramatiques, n'est-elle pas le signe tangible de cette ligne de partage des eaux qui amène la décomposition politique de la gauche américaine? Et si le prophète avait survécu, peut-on imaginer qu'il eût sauvé le Parti démocrate du long déclin qui va suivre avec l'hégémonie de plus en plus claire des républicains conservateurs jusqu'à la fin de la guerre froide? Peut-être, pour répondre à ces questions, peut-on commencer par mesurer le chemin parcouru par King et les partisans de l'égalité raciale. Quel était tout d'abord le statut des Noirs américains au début de ce siècle? L'esclavage des Noirs demeure toléré dans les États du Sud, mais il est interdit au Nord dès la formation des États-Unis. Il sera aboli à la fin de la guerre de sécession, en 1865, par le 13e amendement à la Constitution, proclamé par Abraham Lincoln. Dès lors, les Noirs émancipés sont en théorie égaux en droit aux autres Américains, et donc éligibles à toutes les fonctions. Après quelques années de mise en œuvre effective, ces droits civiques seront tournés en fait dans tout le Sud, la réconciliation progressive des deux parties du pays s'opérant sur la base d'une nouvelle politique anti-noire. La discrimination dans tous les domaines de la vie publique est ensuite entérinée par la Cour suprême en 1896. Mieux, la ségrégation dans le travail et le logement à l'armée gagne peu à peu le Nord à mesure que les Noirs du Sud y émigrent en quête de travail et de pain. Ainsi naît Harlem, aux limites nord de Manhattan, à New York. En fait, tout se passe comme si les Noirs américains, après l'esclavage, étaient devenus l'objet d'une colonisation intérieure non territoriale dans leur propre pays, et ce, malgré leur très haut degré d'assimilation. Cette situation devenait chaque jour plus insupportable au cœur de l'État le plus riche de la planète, celui qui avait proclamé, avant la Révolution française, le droit à l'égalité pour tous et au bonheur pour chacun, puis pris à partir de 1941 la tête de la coalition contre le nazisme. C'est ainsi, au début des années 50, que débute logiquement le long combat mené par Martin Luther King pour l'abolition de la ségrégation. Qui est cet homme? Martin Luther King, comme son prénom le laisse pressentir, est un fils de pasteur qui appartient à la plus grande église noire du pays, l'église baptiste. Depuis le début du XIXe siècle, ce sont les églises protestantes, les grandes consolatrices des humiliations insensées qui pèsent sur l'homme noir. Comme tous les grands réformateurs, King est profondément respectueux de la tradition. Il va poursuivre le mouvement des pasteurs d'antan qui relisaient la Bible, mais en l'élargissant à la lecture de la Constitution des États-Unis. Il va faire en sorte qu'elle s'applique enfin à tous les Américains, quelle que soit la couleur de leur peau, en appelant toute une société à se réformer, mais au nom de ses propres valeurs. De Gandhi, King adopte la stratégie, la non-violence active,
qui jouait elle aussi sur le respect britannique pour la loi et la dignité humaine. Avec la force morale d'un jeune prophète, Martin Luther King va lui aussi s'efforcer de réveiller l'idéalisme américain, avec succès. Quelles sont ses principales victoires? À partir de 1956, où le mouvement de boycott des autobus de Montgomery en Alabama lui confère sa première victoire, il milite partout dans le Sud avec le courage d'un jeune homme élevé dans le climat démocratique de sa Chicago natale des années 50, où les Noirs étaient déjà devenus les égaux des Blancs. Le début des années 60 marque l'apogée de son action. Désormais, une nouvelle génération qui a pris conscience d'elle-même à travers l'élection de John Fitzgerald Kennedy à la Maison-Blanche a tourné la page des années sombres du macartisme. La nouvelle vague militante n'est plus révolutionnaire mais réformiste. Elle veut accomplir toutes les virtualités du rêve américain. Elle n'est plus syndicale mais intellectuelle, ses centres mobilisateurs sont déjà les grands campus. Elle n'est plus socialisante et tournée vers l'Europe, mais démocrate, à l'américaine. Elle se bat pour un ordre juridique et humaniste fondé sur l'épanouissement des droits individuels. Dès 1957, on la voit à l'œuvre, en Arkansas, pour exiger contre le gouverneur Phobos la fin de la discrimination scolaire. De proche en proche, les mouvements de boycott des transports urbains, Montgomery, Selma, Jackson, font reculer la petite ségrégation. Le mouvement fait tache d'huile, entraînant des dizaines de milliers de volontaires blancs, étudiants pour la plupart, qui descendent dans le Sud manifester leur solidarité. Plusieurs y laisseront leur vie, assassinés par le Ku Klux Klan. Le point culminant de la mobilisation est atteint le 25 août 1963, avec la marche sur Washington de plus de 200 000 militants. Martin Luther King y prononce son célèbre discours, qui depuis lors fait pendant dans l'imaginaire démocratique au non moins fameux discours d'Abraham Lincoln à Gettysburg. Toutefois, contrairement à la légende dorée, les frères Kennedy, qui craignent de perdre en totalité l'électorat blanc du Sud démocrate, vont très lentement dans le démantèlement proprement politique de la ségrégation. Il faudra attendre l'arrivée à la Maison-Blanche de Lyndon Johnson pour que passe au Congrès le Civil Rights Act en 1964, puis surtout le Voting Rights Act en 1965, qui rétablissent notamment le droit de vote effectif pour les Noirs sur tout le territoire de l'Union. Désormais, toute forme de ségrégation politique autant que sociale est effectivement interdite. Peu après, Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la paix. C'est l'apogée du mouvement et de la vie personnelle de King. Son meilleur allié politique, Lyndon Johnson, est triomphalement réélu président des États-Unis en novembre 1964. Hélas, les 4 années suivantes seront celles d'une lente mais décisive érosion, prélude à la stagnation des années 70 et à la montée du séparatisme noir des années 80-90. Certes, une fois l'obstacle des droits politiques surmonté, il reste tout à faire en matière sociale, surtout au Nord, où la ségrégation était déjà d'une nature différente, plus insidieuse. C'est hélas le moment où King se trouve freiné de tous côtés. Pourquoi? Première raison, la guerre du Vietnam. Son irruption divise le front de l'opinion. Martin Luther King eût aimé éviter ce débat qui polarise à nouveau le pays au nom de l'anticommunisme. Mais l'engagement du contingent avec un nombre écrasant de jeunes noirs exposés en première ligne l'oblige à prendre position de plus en plus nettement. King essaie tout d'abord de maintenir le mouvement pour les droits civiques dans une neutralité de façade vis-à-vis de la guerre, puis il soutiendra, juste avant son assassinat, la candidature pacifiste de Robert Kennedy et tentera de faire converger mouvement contre la guerre et mouvement pour les droits civiques. Vainement. Ensuite, la détérioration, dès ce moment-là, du climat économique déplace le problème noir de son versant politique et sudiste vers son versant économique et nordiste. Il aurait fallu désormais accompagner l'égalité des droits par des mesures sociales qui favorisent positivement les Noirs au travail ainsi qu'à l'école pour accélérer le rattrapage. Or, cette politique devient de plus en plus difficile. Au même moment, la forte inflation, déclenchée par les dépenses militaires de la guerre, entraîne une restructuration de l'industrie qui sera à moyen terme fatale à l'intégration des Noirs du Nord. Bientôt, dès 1967, les ghettos se mettent à brûler dans la violence aveugle. C'est le commencement de la fin du mouvement des droits civiques. Martin Luther King a perdu sa position au centre éthique de l'opinion américaine. Enfin, ces circonstances difficiles permettent déjà sur son extrême gauche ou à son extrême droite, comme on voudra, l'émergence de mouvements rivaux, millénaristes et violents. Des Black Muslims, d'Elijah Muhammad à Malcolm X, mystérieusement assassiné, et Louis Farrakhan aujourd'hui,
au corps tiers-mondiste de Stokely Carmichael, aux panthères noires anarchisantes puis néo-staliniennes qui s'appuient sur la détresse du sous-prolétariat délinquant des grandes villes. Martin Luther King aura peut-être eu la chance de mourir en héros avant de contempler la lente mais inexorable décomposition du bloc historique qu'il avait su former. Mais on peut aussi bien imaginer qu'un Martin Luther King vivant aurait pu devenir un formidable opposant à la reprise en main conservatrice de Nixon, ainsi qu'à la dérive ethnocentrique des mouvements noirs révolutionnaires ou islamisants qui ont rendu la cause antiraciste peu à peu de plus en plus impopulaire. Avec son prestige, Martin Luther King aurait pu atténuer le choc des cultures entre jeunes leaders noirs et gauche traditionnelle, car il participait des deux mondes. Il aurait pu maintenir autour de lui un potentiel militant modéré et favoriser une continuité du mouvement des droits civiques. Peut-être élu au Sénat, aurait-il pesé plus tôt et plus radicalement pour une reconstruction d'un parti démocrate divisé, en quête d'identité, et peut-être aurait-il su être ce père symbolique pour une génération de jeunes noirs désormais urbains. Tous les héros, hélas, contrairement à ce que pensait Clémenceau, ne sont pas, partout et toujours, remplaçables à volonté. En tout cas, pas Martin Luther King, dont le souvenir hantera longtemps encore une Amérique en quête de la véritable harmonie entre ses communautés. And I've seen the promised land.